Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 13h, le directeur général du Centre national de sécurité routière en visite de travail dans les communes d'Abomey et de Boycon, Aubin Aloukonou et sa suite sont allés échanger avec les autorités communales et locales sur les enjeux de la sécurité routière au Bénin. Demain, 21 février, journée internationale de la langue maternelle. Les réflexions cette année invitent à la promotion du multilinguisme en vue d'une inclusion dans l'éducation et dans la société. Le ministre de la Formation technique et professionnelle s'est adressé à la nation. Et puis, l'expérience entamée au centre Valdera, l'un des objectifs des toilettes écologiques et mobiles conçues et mises en exploitation par le professeur Clédio, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, c'est de recueillir l'urine pour un autre usage profitable à la communauté. Il a pour but la fertilisation du sol avec ces urines recueillies. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bienvenue à chacun, à toutes et à tous. Au Bénin, les professionnels des médias réfléchissent sur l'avenir de leur corporation. Une table ronde organisée par le Conseil national du patronat et de la presse et de l'audiovisuel CNP à Bénin. Le menu des échanges annoncés sur 48 heures prévoit des thématiques qui concourent à l'épanouissement des acteurs de ce secteur hautement stratégique dans tout pays démocratique. Faisons ici le point de la cérémonie de cette table ronde avec Narcisse Alossé, Henri Ganti. La table ronde des médias annoncée à grand renfort médiatique prend corps ici, à la salle polyvalente de Blue Zone située en plein cœur de Cotonou. Une initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui a drainé tout un gratin de professionnels des médias venus discuter des questions liées à la santé de leur secteur d'activité. Il sera question ce matin de débattre, de mettre sur le tapis les problèmes que connaissent les organes de presse, tous médias confondus. Des problèmes qui feront l'objet des discussions au cours de ces assises. Et tout comme ces problèmes, bien d'autres jalonnent le quotidien de la presse béninoise, a ajouté le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui s'est essayé à un état des lieux depuis 2016. Ce quinquennat aura été particulièrement éprouvant pour la presse béninoise. Avec un code de numérique qui limite les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la fermeture d'entreprises de presse avec son cortège d'emplois sacrifiés et des familles en désarroi. Les organisations faîtières des médias sont sous perfusion. Parce que, sevré de la subvention qu'est l'aide de l'État à la presse privée depuis 2016. Une subvention qui, a-t-il insisté, est pourtant des droits légaux et constitutionnels. À sa suite, le représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est revenu sur le nouvel environnement juridique de la presse béninoise qui exige une attention beaucoup plus soutenue dans l'exercice de cette fonction. En tenant compte donc de ce nouvel environnement qui a changé, nous voudrions croire donc que cette table ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. En tout cas, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication essaiera de jouer pleinement sa partition pour de véritables entreprises de presse dans notre pays. Des attentes nourries pour cette table ronde qui se tient 7 ans après les états généraux de la presse béninoise. Les travaux s'étaleront sur 48 heures autour du thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». Le bureau politique du parti Union progressiste est en session depuis ce matin. Les travaux portent sur la définition des éléments de langue et des stratégies à affiner en vue d'une bonne animation de la campagne électorale. La période autant d'ailleurs que celle en cours nécessite prise d'initiative, sens d'anticipation et qualité du discours. À ces assises, il est attendu un invité de marque, le chef de l'État Patrice Talon, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Je vous invite à suivre ici un extrait de l'allocution d'ouverture du président du parti Union progressiste Bruno Amoussou, propos recueillis par Kimé Ousseini et Moufid Sabouran. Il y a aujourd'hui sur la scène politique et dans l'espace national des déclarations, des commentaires qui peuvent perturber ou semer la confusion. Certaines de ces déclarations viennent de savants
en matière électorale. Mais lorsque les savants s'expriment pendant la période électorale, ils participent plus à la campagne électorale qu'à l'expression de la science. Ces déclarations viennent aussi de différentes forces politiques et l'environnement actuel montre, à notre sens, montre bien que la démocratie béninoise se porte bien. Chacun s'exprime, des opinions diverses s'expriment, les contradictions se développent, se résolvent. Et quand il en est ainsi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se plaindre de ce qui se passe. Au contraire, nous devons nous féliciter de ça. Ces expressions viennent aussi non seulement des forces politiques, mais de la société civile aussi, qui est gardienne, qui veille sur ce qui doit être fait, monte la garde pour sonner l'alerte lorsqu'il y a difficulté. Mais lorsque cette société civile s'exprime sur des sujets pendant la période électorale, il faut bien sûr considérer que ces expressions sont des expressions d'opinion partisane. Le gardien n'attend pas le moment de l'inventaire pour dire qu'il y a eu des voleurs il y a un an. Le gardien vous signale les anomalies au moment où ces anomalies se produisent. Et c'est pour ça que nous devons contextualiser tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Je suis convaincu que nos travaux nous permettront d'arrêter la stratégie appropriée, celle qui nous permettra de dialoguer avec nos populations, d'expliquer notre programme, d'expliquer les choix que nous avons eu à faire, de justifier ces choix et de convaincre les uns et les autres que pour notre pays, c'est cela qui correspond à l'intérêt général. Le directeur général du Centre national de sécurité routière était en visite de travail dans les communes d'Abomey et de Boycon, au Béadoukonou, et sa suite sont allés échanger avec les autorités communales et locales sur les enjeux de la sécurité routière au Bénin. L'objectif étant de poser le diagnostic et trouver des approches de solutions pour réduire sensiblement les cas d'accidents, souvent mortels, qui s'enregistrent ces derniers temps. Imet Hélène à Mossou. Des heures de discussion avec les autorités communales et locales à Boycon et à Abomey, Obé Aloukonou est venu sur instruction du ministre des Infrastructures et des Transports échanger avec les équipes dirigeantes en vue de trouver les moyens de réduire considérablement les cas d'accidents souvent mortels qui sont devenus récurrents. La démarche est prospective et s'inscrit dans le cadre de la réflexion globale sur les enjeux de sécurité routière au Bénin. La descente du Centre national de sécurité routière dans vos locaux pour effectuer cette séance de travail vise deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'analyser avec vous la situation en termes d'indicateurs de sécurité routière en ce moment où le gouvernement de la République du Bénin a pensé aménager nos routes à travers les travaux d'asphaltage, lesquels travaux appellent nécessairement à un changement de comportement de nos riverains. En cours d'exécution dans les villes d'Abomey et de Boycon, le projet asphaltage a permis l'aménagement, le bitumage ainsi que le pavage de nombreuses rues autrefois dégradées. Les ans observés dans la circulation
pousse les jeunes aujourd'hui à rouler à vive allure sur ces axes. Ces courses de vitesse sont à l'origine de plusieurs cas d'accidents enregistrés. Les différentes rencontres de la délégation du Centre national de sécurité routière visent à poser avec les élus communaux et locaux le diagnostic, mais aussi trouver les approches de solutions pour pallier cette situation. Le directeur général du CNSR a vu juste, en inscrivant dans le plan de travail de son établissement l'organisation de la présente séance qui nous permettra d'échanger sur les défis et enjeux communs de la sécurité routière, notamment dans la commune d'Abomey. La préservation de la vie de mes concitoyens d'Abomey et de tous les visiteurs de la ville étant l'une de mes préoccupations quotidiennes, je voudrais vous inviter, chers collègues, à participer activement aux échanges afin qu'à l'issue de cette séance, chacun de nous sorte suffisamment outillé sur les questions d'usage et de sécurité routière. Nous avons des zones où les camions tombent tous les jours et tuent tous les jours. Et j'aimerais que mes CA aillent vous montrer ces zones-là pour que vous en fassiez l'analyse. Ces zones hautement accidentogènes où nous perdons des compatriotes tous les jours. Je vous ai dit ce qui est du ressort de la mairie, nous on a déjà fait. Nous avons hérité de très belles voies asphaltées qu'on n'a jamais vues. Et certains de nos jeunes prennent ces voies-là comme, je dirais, des terrains de Formule 1. Au terme des échanges, des descentes sur le terrain sont prévues. Elles vont permettre d'identifier les axes à prendre en compte et sur lesquels seront installées les signalisations nécessaires afin de réguler la circulation. L'étape de Boycon et d'Abomey est intervenue après celle de Cotonou et de Porto Novo. La tournée de la délégation du CNSR, conduite par Aubin Adoukonou, va se poursuivre dans d'autres villes impactées par le projet asphaltage. Direction Grand Popo dans le département du Mono pour suivre cet atelier d'appropriation du projet Wouri par les membres du réseau des parlementaires béninois pour l'identification. Il a ouvert ses portes ce mardi et va déboucher sur l'élaboration du programme annuel des activités du réseau des parlementaires béninois pour l'identification. Le projet Wouri, c'est l'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Il est financé par la Banque mondiale. Geoffroy Menson, Florent Dou. Autour de cette table ovale de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, dans le département du Mono, sont installés des députés, des membres du comité technique du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Wouri, des représentants de la Banque mondiale et des personnes ressources. Et ils prennent part à un atelier d'appropriation du projet Wouri. L'atelier de ce jour est donc bienvenu et ses conclusions le sont également pour une bonne conjugaison des efforts entre la représentation nationale et le gouvernement d'une part, et les populations, la Banque mondiale et les élus locaux de l'autre. Le projet Wouri est mis en œuvre à travers 3 composantes principales et couvre tout le territoire national. Il s'agit du renforcement du cadre juridique et institutionnel, de l'établissement des systèmes d'identification de base, FID, fiables et inclusifs, et la facilitation de l'accès aux services grâce aux justificatifs FID. C'est le lieu de saluer l'accord de projet signé entre la Banque mondiale et le Bénin pour la mise en place du projet Wouri, dont l'objectif ultime est l'identification des personnes de manière univoque, à source unique, sur la base d'un référentiel national validé, ce que nous appelons le registre national des personnes physiques. L'objectif global de cette rencontre est d'outiller les membres du réseau des parlementaires béninois pour l'identification, RPBI, pour une mobilisation sociale réussite autour du projet Wouri Bénin et un accompagnement du Parlement. Ces assises de Grand Popo viennent donc à point nommé. Durant tout le temps qu'elles dureront, elles nous permettront de réfléchir pour trouver les voies et moyens de renforcer la capacité des parlementaires que nous sommes, afin de nous outiller davantage pour mieux appuyer le gouvernement dans la mobilisation sociale, la communication institutionnelle et juridique pour l'identification et l'authentification des personnes en République du Bénin. Durant les échanges, il est prévu le partage du contenu de la stratégie nationale d'identification des personnes au Bénin, l'appropriation du projet Wouri Bénin
par les membres du RPBI et le partage avec ses députés des résultats attendus de l'étude juridique pour un accompagnement du Parlement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en me réjouissant par avance de l'appropriation des documents techniques du projet, je voudrais vous réitérer l'appui des instances de pilotage du projet pour assurer ensemble, avec le concours de la Banque mondiale et des autres partenaires du développement, un succès du projet Ouri au Bénin, au grand bonheur de toute la population. L'objectif final, c'est d'aller vers un code unique d'identification des personnes qui ressasse l'ensemble des lois éparses qui traitent du sujet. Donc, le projet Ouri, à travers cet atelier, va permettre que nous, parlementaires, nous soyons imprégnés de la démarche pour pouvoir, au moment opportun, lorsque le projet de code va atterrir sur la table de l'Assemblée nationale, que nous puissions donc être imprégnés avant d'aborder son étude en vue de son adoption. Plusieurs communications vont meubler les travaux qui durent 72 heures. À la fin, il sera procédé à la mise en place d'un plan de travail annuel du RPBI. On reste dans le Mono, mais cette fois-ci à Lokossa, commune qui a abrité ce mercredi la deuxième réunion ordinaire de l'année 2021 de la conférence administrative départementale CAD du Mono. Au menu de la rencontre, le point de la pandémie de la Covid-19 dans le département, rôle et responsabilité des membres de la CAD Mono dans la promotion de la paix en période électorale, et puis les infractions pénales au code électoral. On retrouve Geoffroy Messan et Florent Doux. L'actualité sanitaire de l'heure liée à la pandémie de la Covid-19 s'est invitée, sans surprise, au menu de ce deuxième numéro de la conférence administrative départementale CAD du Mono de l'année 2021. Présidée par le préfet du département, cette réunion ordinaire des directeurs et autres responsables déconcentrés de l'État a été une occasion pour le docteur Salimatou Hassani, médecin cardiologue au CHD de Lokossa, sous l'autorité du directeur départemental de la santé du Mono, de faire à l'assistance le point de la pandémie dans le département. Je peux vous le certifier, c'est qu'en septembre, j'ai vu des cas moins graves. J'ai eu à traiter des cas compliqués avec très peu de formes hyper graves allant au décès. Mais je peux vous dire que même en décembre, on a déjà passé par des phases vraiment d'accalmie où on a eu moins de 10 patients à gérer. Par contre, depuis mi-janvier, je peux vous garantir que là, les cas graves font légion et le ministre n'a pas cessé d'en parler. L'alerte est donnée pour une prise de conscience de chaque citoyen afin de freiner le mal. Le respect strict des gestes barrières ainsi que l'auto-isolement en cas d'apparition de certains symptômes chez un citoyen ont été martelés. C'est vraiment sérieux. Il faut vraiment prendre toutes les mesures idoines qu'il faut, que ce soit le respect des gestes barrières, mais que ce soit aussi la police républicaine qui sévit face à ceux qui ne veulent pas respecter les gestes barrières. Tout le monde, à tout moment, peut être infecté par ce virus-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas le chiffre qui compte aujourd'hui. Si vous allez là-dedans, vous aurez... C'est ce que je disais tout à l'heure, que pour courir, on n'a pas besoin de mettre les malades ou bien les cadavres sur le civière avant de courir. Est-ce que les masques que nous portons nous protègent? Oui. Si nous portons les masques et que nous mettons à des distances bien raisonnables les uns des autres, ça va nous protéger. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce que nous portons à la bouche, au nez, aux yeux? C'est la main. C'est pour ça qu'il est important de laver régulièrement, vraiment régulièrement, nos mains. C'est le savon Palmida et de l'eau. Il faut laver la main à tout moment et à chaque instant. Parce que le savon Palmida, c'est pH neutre, qui ne coûte rien. L'eau est là, ce n'est pas l'eau qui manque au Bénin. Donc c'est ce que je demande aux gens, de laver la main. L'actualité politique au plan national, qu'est la présidentielle, a été aussi abordée. Et ceci à travers des communications sur rôle et responsabilité des membres de la CAD dans la promotion de la paix en période électorale et les infractions pénales au code électoral. Le magistrat Sow est revenu sur la question avec des détails à l'appui. Il y a des choses que tout
tout individu ou tout citoyen ne doit pas faire pendant cette période-là, surtout les agents permanents de l'État. Pendant cette période, ils ne doivent pas, pour ce qui concerne les agents permanents de l'État, ils ne doivent pas faire campagne aux heures de service. Il y a aussi, par exemple, le port d'armes le jour du vote. Il ne doit pas relayer de fausses informations. Donc, le magistrat a étayé ses propos avec des exemples pour que nos concitoyens ne tombent pas sous le coup de la loi. Cette deuxième session ordinaire de la CAD Bono s'est tenue à la grande salle de la préfecture à Lokossa. Elle s'est achevée sur des questions diverses. Démarré le 16 février dernier, l'atelier de co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres au Bénin a connu son épilogue de ce jeudi. C'est une activité du ministère de l'enseignement maternel primaire en charge et celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie de clôture a eu lieu à Cotonou en présence des partenaires techniques et financiers Alimouni Rafatou Amadou et Elvis Tonoukouen. Après 3 jours d'échange sur le système éducatif béninois, les experts réunis par le ministère de l'enseignement maternel et primaire et celui en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle aboutissent à des résultats probants. Il s'agit de l'élaboration de la feuille de route pour le déploiement d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM au Bénin. Les travaux de groupe vous ont permis de déterminer le public cible, les bénéficiaires finaux, les régions d'intervention, les acteurs ainsi que leur rôle et responsabilités, le dispositif numérique et les questions transversales telles que le genre, l'inclusion et le développement durable. L'organisation de l'atelier de la co-construction d'une nouvelle phase d'IFADEM s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement à l'horizon 2030 pour l'amélioration des performances du secteur de l'éducation et de la formation au Bénin. En d'autres termes, il s'agit d'assurer l'accès aux compétences et à l'esprit d'entrepreneuriat. Le gouvernement béninois a entrepris une réforme fondamentale de son système éducatif en se dotant d'une vision à l'horizon 2030 afin d'améliorer les performances du secteur de l'éducation et de la formation. Si le pilotage des structures institutionnelles est au centre du cadre d'action Éducation 2030, la coopération internationale demeure l'un des partenaires privilégiés pour appuyer les efforts nationaux. L'initiative francophone pour la formation des maîtres IFADEM est rendue possible grâce à l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Elle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le plus important, c'est l'exercice. C'est de travailler ensemble et IFADEM fonctionne comme cela. Tout au long du processus de développement et de mise en œuvre du FADEM, nous souhaiterions que ce qui a été lancé aujourd'hui continue, que les différentes structures continuent à s'impliquer, à donner le meilleur pour réaliser les objectifs que les deux ministères se sont fixés. Au cours des assises, les participants ont fait l'état des lieux de la formation initiale et continue des enseignants et défini les spécifications de la nouvelle phase de déploiement de l'IFADEM. La mise en œuvre de la feuille de route issue de ces travaux s'étendra sur 19 mois. Le 29 février de chaque année, les communautés du monde entier célèbrent la Journée internationale de la langue maternelle. Les réflexions cette année invitent à la promotion du multilinguisme en vue d'une inclusion dans l'éducation et dans la société. Le ministre de la Formation technique professionnelle s'est adressé dans ce cadre à la nation pour rappeler les efforts du gouvernement béninois dans la mise en œuvre des politiques nécessaires à la promotion de nos langues. On écoute à cet effet le ministre Maouyon Kakbo. En novembre 1999, la conférence générale de l'UNESCO a institué le 21 février Journée internationale de la langue maternelle en hommage aux étudiants bangladais tués en 1952 par la police alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. En 2000, cette journée a été organisée pour la première fois dans le but de faire prendre conscience à tous les peuples, non seulement de la valeur des langues, mais aussi de la nécessité de promouvoir nos patrimoines immatériels tout en observant
une tolérance à l'égard de ceux des autres. Le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est « Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société ». Ce thème montre combien la promotion du multilinguisme, vecteur fondamental de l'éducation, favorise le brassage interculturel des peuples. Au-delà d'un moyen de communication, la langue est toute l'identité de l'homme. Elle cristallise nos valeurs culturelles et cultuelles. Sa diversité reflète la richesse de nos us et coutumes. De ce fait, les langues locales et celles transfrontalières valorisent non seulement le dialogue pacifique entre les peuples et les nations, mais aussi contribuent à la préservation de l'humanité, au progrès d'une éducation inclusive en vue d'atteindre les objectifs du développement durable dont le principe est de ne laisser personne en rade. Ainsi, la paix, le progrès, le développement et l'unification d'une nation ne peuvent se faire sans l'instauration d'une éducation multilingue qui implique l'utilisation des langues maternelles. Loin d'être une fête, la date du 21 février doit être un instant de réflexion profonde sur nos rapports avec nos langues maternelles. Elle doit nous amener à nous engager définitivement dans la valorisation de nos patrimoines linguistiques, culturels et cultuels. Il faut donc reconnaître que les langues constituent les instruments les plus puissants pour former, préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Dans cette perspective, je lance donc un appel à tous nos compatriotes pour que le dimanche 21 février 2021, nous fassions une profonde réflexion sur nos rapports à nos langues maternelles et avec les autres peuples. Cela permettra de prendre des engagements qui valorisent nos cultures et de faire parler nos langues maternelles dans nos familles respectives. Mesdames et messieurs, œuvrons donc pour une éducation inclusive fondée sur le multilinguisme tout en nous engageant tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Vive les langues maternelles au service du développement durable. Vive le multilinguisme pour une éducation intègre. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À l'instant, Maouyon Kakpo, cérémonie officielle d'installation des membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, troisième mandature par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce jeudi matin, les 7 membres nommés par le président de la République auront pour mission d'accompagner le COUS AC qui s'occupe entre autres du transport, de l'hébergement, de la restauration et de la couverture sanitaire dans ses efforts au service de la communauté universitaire. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Les détails dans ce reportage de Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. Les 7 membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC 3e mandature, sont désormais officiellement installés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nommés par décret présidentiel lors du Conseil des ministres du 10 février 2021, ces nouveaux administrateurs viennent notamment de différents ministères et de la présidence de la République. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les administrateurs, de mon entière disponibilité à mettre en œuvre vos conseils, avisés et recommandations afin de faire profiter le COUS AC de vos riches expériences. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, grâce à votre leadership et à votre amour pour le COUS AC, vous n'avez ménagé aucun effort pour le renouvellement de son conseil d'administration. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Le COUS AC a besoin de réformes, reconnaît la ministre Éléonore Yahi Ladécan,
au regard de ces services dont le taux de couverture est de moins de 10%, ce qui montre les difficultés liées aux ressources et à la gestion du monde estudiantin. D'où la nécessité de réformer pour mieux accompagner les courses et mieux impacter les étudiants dans leurs besoins. Elle souhaite à l'occasion plein succès à la nouvelle équipe. Je sais, pour ce que je connais de tout un chacun de vous, que les outils seront mis en place, le mécanisme adéquat sera utilisé pour atteindre les résultats vraiment dans les délais. C'est fort de cela que je voudrais encore une fois vous féliciter pour avoir mérité cette confiance du chef de l'État et vous inviter donc à une parfaite organisation du travail au profit donc du Centre des études universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui lui aura alors tous les outils nécessaires pour opérer en direction de nos étudiants. Je compte sur la compétence de tout un chacun de vous. Message reçu par la présidente du nouveau conseil d'administration qui a, au nom de ses pairs, remercié le chef de l'État et la ministre pour la confiance placée en eux. Ils sont conscients que le COUS-AC a de nombreux défis à relever pour garantir de bonnes conditions aux étudiants et mesurent déjà l'ampleur de la tâche et des attentes du gouvernement. Plaise à Dieu, nous ne trahirons pas votre confiance. Madame la ministre, nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit ce matin, de tous vos conseils, et nous en ferons bon usage. Au nom des membres du conseil d'administration, je voudrais m'engager à travailler de façon professionnelle, c'est-à-dire avec professionnalisme et loyauté, et dans le respect des textes en vigueur pour non seulement une bonne orientation de la politique de gestion du COUS-AC, mais également pour un bon suivi de la mise en œuvre de cette politique. Madame la ministre, le Conseil voudrait compter sur vous, sur votre soutien, non pas seulement en tant que ministre, mais surtout en tant que directrice honoraire du COUS-AC. Le travail abattu par les deux précédentes mandatures, celle de 2013 et 2017, a été également salué par tous. Composé de 3 femmes et 4 hommes, ce conseil d'administration du COUS-AC 3e mandature est nommé pour un mandat de 3 ans. Bantole Yaba, ambassadeur ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères de la République du Bénin, est élevé au rang de docteur honoris causa de l'Université d'Abomey-Calavi. C'était jeudi 18 février en présence de plusieurs personnalités du monde universitaire, têtes couronnées, étudiants. Les détails de la cérémonie dans ce reportage Teddy Goudalo, Iradat Amadou et Assion Moukani. Il est élevé à titre honorifique au grade de docteur honoris causa de l'Université d'Abomey-Calavi. Une distinction qui met une lumière sur les mérites de l'ambassadeur Bantole Yaba dans ses œuvres au profit de la communauté universitaire. Les attributs de cette reconnaissance spéciale lui sont concédés ici par le recteur Maxime Dacruz. C'est un compatriote qui a pensé à l'université, qui a pensé à mettre une bonne part de son patrimoine au service de l'université. Je ne sais pas si vous connaissez chez l'ambassadeur Yaba, il faut connaître chez lui. Il a un patrimoine du point de vue ouvrage, du point de vue objet d'art. Je ne connais pas tout le Bénin, que je n'ai encore vu nulle part au Bénin. Allez chez lui et vous allez voir la taille, la qualité de ce qu'il a chez lui. La mise à disposition de l'Université d'Abomey-Calavi d'un espace de 2 hectares a valu à cet homme des sciences cette élévation. Le domaine en question revient à l'Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Bantole Yaba a également proposé un plan d'aménagement du site sur fonds propres. Qui suis-je pour mériter cette marque de distinction, ce titre honorifique que me décerne aujourd'hui l'Université d'Abomey-Calavi? Qui suis-je pour mériter autant d'honneur et de considération? Les hommes passent, mais l'histoire ne retiendra que leurs œuvres.
L'acte que j'ai posé au profit de l'université d'Abomey-Calavi est très insignifiant par rapport à mes ambitions pour cette université. C'est pour cela que je souhaite que d'autres personnes plus qualifiées que moi se joignent à moi pour consolider les acquis. Comme vous le savez, ce n'est pas une question de richesse et de moyens matériels, mais juste de volonté. À cette cérémonie de distinction, le parcours professionnel du récipiendaire est exposé. Né en 1948 à Ouida, il fit ses études universitaires à Paris qui sont sanctionnées par divers diplômes. Passionné par la culture, il a aussi occupé plusieurs postes diplomatiques qu'il a assurés avec honneur et dévouement. Bilan à mi-parcours de l'exécution du projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. Le ministre de l'Agriculture était sur les chantiers des différentes réalisations accompagné des membres de la coordination du projet. Gaston Kossi-Dossoui s'est rendu dans quelques unités de production. Des espaces aménagés réalisés dans le cadre du projet. La descente a permis au ministre d'évaluer l'impact du projet et de recueillir l'assentiment des bénéficiaires pour des projections. Précision dans ce reportage de Imet Hélène Namoussou et Georges Vaudonon. Sur le terrain, l'autorité ministérielle est allée visiter, mais également rencontrer les partenaires et entreprises impliquées dans le projet. Démarré en avril 2016, le PAPVI, le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience, est exécuté dans plusieurs communes des départements de la Liborie, du Borgou et des Collines. La descente des responsables du projet à Ouessé aux côtés du ministre de l'Agriculture leur a permis d'en apprendre sur les succès, les difficultés du projet et aussi faire des projections à quelques mois de la fin de sa mise en œuvre. Les actions qui sont des actions phares au niveau de la commune de Ouessé et qui ont fait tache d'huile, c'est essentiellement l'aménagement des bas-fonds, aussi bien en maîtrise partielle qu'en maîtrise totale d'eau. Il y a une innovation qu'on a apportée au niveau du projet, c'est la maïserie. Les gens de la DRPA sont là pour regarder avec nous les faiblesses qu'il y a. Après le conclave de la mairie, Gaston Dossoui, accompagné du coordonnateur du projet ainsi que plusieurs cadres techniques, se sont rendus dans quelques unités de production réalisées dans le cadre du PAPVI. Dans le village de Kpassa, c'est l'aménagement sommaire d'un bas-fond de 5 hectares que la délégation a visité. L'autorité et sa suite sont ensuite allés constater l'évolution des travaux de construction de l'ESOP de l'Aminou. La mini-rizerie de Ouessé ne leur a pas échappé. Ce barrage, plus les deux autres ouvrages que nous avons vus autour de Ouessé, le développement des unités de transformation de maïs et de riz et d'autres infrastructures pour le traitement de manioc et autres font finalement rêver et conforter Ouessé dans son rôle de grenier dans les collines. À Banté, infrastructures, périmètres agricoles aménagés et autres ont retenu l'attention de la délégation. Gaston Dossoui a visité à Koko le magasin de Warantage, une autre unité de stockage d'une capacité de 1000 tonnes et la boutique de vente des intrants agricoles d'Akpassi ont aussi reçu les visiteurs. Le ministre n'a pas caché sa satisfaction. Il a aussi prodigué des conseils aux coopératives bénéficiaires des réalisations. Gaston Dossoui a également abordé la question de la capitalisation des acquis du projet afin de pérenniser les succès du moment. D'un rendement de 1,5 tonnes de maïs, aujourd'hui à 4,5 tonnes à l'hectare dans plusieurs exploitations bénéficiaires des actions du projet. Il en est de même au niveau du riz, où nous sommes passés de 1 tonne 200 aujourd'hui à 5 tonnes 500. La délégation a également visité les résultats des actions en matière de promotion de l'entrepreneuriat agricole au niveau de la boutique d'intrants des jeunes. Et là également, des consignes ont été données pour respecter la règle en matière de gestion de produits phytosanitaires surtout. À travers cette tournée dans les collines, le ministre de l'Agriculture a exploré les actions menées depuis le début du projet en vue de relever le défi d'une productivité agricole importante, telle que le stipule la mission assignée au PAPVI. Les bénéficiaires organisés en diverses coopératives dans les différentes localités ciblées
ont apprécié la démarche et témoigné des retombées positives du projet. Pour rappel, le PAVI est financé par la Banque africaine de développement BAD à travers le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'un des objectifs des toilettes écologiques et mobiles conçues et mises en exploitation par le professeur Clédio, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, c'est de recueillir l'urine pour un autre usage profitable à la communauté au centre Valdera, où il a entamé une expérience pour la fertilisation du sol avec ses urines. Les premiers résultats sont déjà disponibles. Partage d'expérience dans ce reportage de Tanguy Agoyi. Leurs feuilles sont bien vertes et larges et leurs tiges très hautes. Ce sont des amarantes. Belle illustration et étape finale d'une expérience avec de l'urine recueillie grâce aux toilettes écologiques et mobiles du professeur Clédio. Nous sommes ici à l'université d'Abomey-Calavi où le rejet urinaire fait des merveilles. C'est ici qu'est convoyée l'urine recueillie au stade de l'Amitié à Cotonou depuis l'inauguration des toilettes mobiles. Première étape, le temps de latence avant tout usage. Il varie entre 3 et 5 semaines. Ce temps nous permet de tuer les éventuels germes ou microbes qui vont se retrouver au niveau de l'urine. Et c'est pour hygiéniser un peu l'urine avant de l'appliquer sur le sol. Après ce temps, on est sûr d'avoir une urine de bonne qualité et sans effet sur la santé. Direction les planches d'expérimentation. Ici, 6 d'entre elles ont été dégagées pour la circonstance. Les 2 premières pour l'entretien et l'arrosage à base de l'urine diluée avec de l'eau. Les 2 suivantes entretenues avec du compost et les 2 dernières tenues avec de l'eau simple. Et les résultats sont là. Les planches sur lesquelles on a mis seulement de l'eau, le développement n'est pas aussi élevé. Mais là où on a mis de compost, il y a une différence. Et ça s'est développé un peu plus que là où on a mis de l'eau. Et là où on a mis l'urine maintenant, là, vraiment c'est le comble, ça s'est bien développé. Ça veut dire qu'avec l'urine, là, on peut faire beaucoup de choses dans le pays et amender nos sols avec. Le professeur détaille plus loin les principes de fonctionnement de ces essais. Pour 1 litre d'urine, il faut 5 litres d'eau appliquée au pied des plantes pour un amendement du sol qui améliore profondément le rendement. Mais le patron ne veut pas crier Eureka tout de suite. Il a sollicité l'expertise du laboratoire de l'université pour apprécier la toxicité des produits. Les prélèvements effectués sont déjà en étude pour appréciation. Nous avons démarré les manipulations. Donc, il s'agit essentiellement de voir la présence ou non d'agents pathogènes, donc susceptibles de provoquer des maladies. Et si oui, de pouvoir dénombrer leur présence et pouvoir dire en réalité à quelle quantité ils se retrouvent dans ces différents éléments. En attendant les résultats qui confirment l'absence d'agents pathogènes ou toxiques, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Et au centre Valdera, on est déjà à l'étape virtuelle d'élévation de l'expérience à l'échelle nationale, avec toujours des éléments naturels. Si vous prenez le coton par exemple, nous utilisons l'urée. C'est le NPK et puis l'urée qu'on utilise pour le coton. Ça veut dire que désormais, on peut prendre l'urine pour remplacer l'urée utilisée au niveau du coton. Vous voyez non? Alors que l'urine, nous en avons suffisamment. Il suffit d'avoir le système tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Quand vous regardez les feuilles, vous allez voir qu'il y a des perforations. Ce sont des attaques des ravageurs. Donc pour traiter cela, nous utilisons les feuilles de nîmes que nous triturons dans des petits seaux. Nous laissons reposer pendant 3 à 5 jours. Et nous récupérons l'eau. Nous diluons que nous appliquons sur les cultures. Au centre Valdera donc, tout est bio et naturel pour des solutions appropriées aux différents problèmes qui se posent à la communauté. Après les pavés à base de sachets non biodégradables, après l'énergie à partir de déchets ménagers et les toilettes écologiques, le centre apprête une nouveauté. Faire de l'urine humaine l'engrais bio pour la fertilisation des sols de plus en plus appauvris au Bénin. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de m'avoir suivi. Passez un très bon week-end.